Bonjour. On va commencer la conférence d'Antoine Picon. Je ne vais pas commencer la présentation d'Antoine par la liste de ses diplômes parce que ça prendrait la moitié du temps. Sachez qu'il est ingénieur, architecte et historien d'architecture, mais je crois qu'il est aussi, ce qui est très important pour moi, théoricien de l'architecture. Et il vient de produire un livre qui s'appelle « La matérialité de l'architecture », qui est en vente libre et que je vous invite tous à lire très rapidement. On a installé cette série de conférences dans le cadre du Master Matière à penser. Et j'avais imaginé il y a quelques années que la matérialité permettrait de penser l'architecture. Et ce que vient de faire Antoine, c'est penser la matérialité, ce qui nous sert beaucoup aujourd'hui. Donc on a un outil théorique qu'on attendait depuis très longtemps, qui vient d'être développé à ce sujet. Je ne vais pas lire l'ensemble des sujets qui sont ici relatés. Je vais prendre juste quelques passages. Un sujet qui me paraît très important est évidemment le statut de la relation entre structure et architecture, vous l'imaginez bien. En ce qui concerne la matérialité, il parle de la relation avec l'ornement, et je crois que c'est un sujet que tu vas peut-être aborder ici. Peu. Tu vas voir, c'est autre chose. Tu parles pas du tout de matérialité ? Si, quand même, enfin, de la fabrication, mais tu verras. Alors, si la Renaissance, les Lumières et la modernité correspondent à des moments clés de la redéfinition de la matérialité, elle voit aussi la relation de l'architecture au langage se modifier substantiellement. À chacun de ces moments, le statut accordé à l'ornement, l'un des principaux moyens d'animation de la matière dont dispose l'architecture, reflète les enjeux qui se font jour. Concernant le rapport à... Je ne vais pas lire tout le livre, ne t'inquiète pas, Antoine. Moi, je ne suis pas inquiet. En plus, je le connais vaguement. Donc. Si tu t'ennuies, tu me le dis. Ah, voilà un sujet. Il y a deux sujets que je voudrais qu'il aborde de manière un peu polémique. Le déclin récent de la croyance en une vérité des matériaux. Ouais. Effectivement, nous avons été élevés avec une certaine croyance sur cette idée de la vérité que nous remettons évidemment en question. Ce déclin qui préexisterait à leur emploi par l'ingénierie et l'architecture constitue quant à lui l'un des signes les plus sûrs qu'une transformation de la matérialité s'opère sous nos yeux. Et puis pour finir, un sujet qui me paraît aussi assez polémique, c'est la relation avec la fabrication, avec la fabrique, et notamment la fabrication numérique. La dernière tension s'accuse entre le désir de ne plus séparer matière et information, matière et calcul, d'où la notion de matérialité, de material computation. Et la disjonction entre fichier numérique et matière informée par ce dernier qui est au principe même de la fabrication assistée par ordinateur. Je prétends que le développement de la fabrication numérique nous rapprocherait de la matière, mettrait l'usine en contact avec le projet, et on verra comment tu abordes ce sujet. Ça, je vais en parler. C'est bon. Voilà. Mais merci d'avoir bien voulu donner un aspect théorique à cet ensemble de conférences. À toi la parole. Merci, Antoine. Merci, Marc. D'abord, je voudrais dire que je suis très heureux d'être ici. C'est une école à laquelle je suis très attaché, non seulement en tant que voisin, mais parce que j'ai pas mal de relations avec toute une série d'enseignants et aussi d'élèves et d'anciens élèves de cette maison. Alors, je vais vous parler de fabrication numérique, de robotisation, plus généralement ce qu'on pourrait qualifier d'automation, toutes ces choses qui sont en train de se passer sous nos yeux dans le domaine de l'architecture. Et je ne vais pas parler de la matérialité, etc., parce qu'il se trouve qu'il y a 2 ans, j'avais fait une conférence sur ce thème à l'école d'archi, donc je me suis dit, je ne vais pas me répéter, même si j'aime bien sortir les trucs des tiroirs, mais c'est un peu plus nouveau. L'idée de base,
c'est de dire que lorsqu'on parle en général de matière, de fabrication, de structure, etc., il y a un peu la tentation des fois de dire ça, c'est des trucs objectifs, etc., c'est complètement objectif, par opposition à ce qui serait plus la poésie de l'architecture, etc. Moi, mon argument ici, ça va te dire qu'en fait, lorsqu'on parle de fabrication, y compris de fabrication numérique, c'est intimement lié à la question finalement de la création et de la poétique. Et que pour moi, il convient surtout d'éviter de séparer les deux par un espèce de positivisme qui d'un côté distinguerait ce qui serait de l'ordre de finalement de l'objectivité de la matière et de l'autre ce qui serait plutôt des choses liées à la création, au cœur de la discipline architecturale. Ce que je vais essayer de dire, c'est qu'en fait, la fabrication numérique, la robotisation, ça participe aujourd'hui de questions assez fondamentales concernant la création architecturale. Alors le titre de la conférence est évidemment un peu, bon je suis désolé, je fais rarement des titres aussi longs, mais là j'ai pas pu éviter. Mais le titre de la conférence est un peu un clin d'œil à Venturi avec le complexité et contradiction. Ce que je vais essayer de dire, c'est qu'en fait, la fabrication numérique et la robotisation, c'est en fait beaucoup plus contradictoire. Oui, le micro fonctionne pas. Ah oui, ça serait bien qu'il ne soit pas sur mute. Ça peut toujours servir. Donc c'est traversé, bah, c'est bien, ça permettra au début de deviner. Par contre, il y a un peu de l'arsène. Ça va ? Bien. L'idée, c'est de dire que c'est en fait des champs assez complexes et contradictoires qui sont traversés en fait par des tensions, contrairement à l'image un peu lisse qu'on voudrait vous donner de ces phénomènes. Donc c'est ça un peu l'idée générale de ce propos, qui est de dire finalement, ben, il y a une espèce de dimension poétique qui travaille tout ça et qui est directement liée au fait que c'est un champ un peu plus contradictoire que ce qu'on pourrait penser. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il y a des contradictions. Je pense qu'on a tendance des fois à se dire la technique, c'est le truc complètement objectif, carré, etc. En fait, la technique n'est pas si carrée que ça. Elle est toujours parcourue de contradictions et de tensions. Et je me référerai à certains moments de cet exposé à ce qu'a été finalement la saga de l'industrialisation du bâtiment au XXe siècle, pour vous montrer que c'était déjà un peu le cas avec l'industrialisation du bâtiment. Et ce qui est en train de se jouer aujourd'hui dans le champ du numérique appliqué à l'architecture, finalement renoue avec certaines ambiguïtés qu'on a pu connaître avant. Alors j'irais même, alors ceci n'est pas une prise de position irrationaliste, anti-rationaliste, mais dire qu'il y a de la fiction, de la narration dans la question de la fabrication numérique et qu'en fait ça fait partie de l'ensemble, c'est pas à opposer à des choses qui seraient entre guillemets plus sérieuses. Alors on va commencer un peu fort par l'idée c'est aussi de vous montrer qu'il y a une espèce de dimension imaginaire à l'œuvre dans tout ça et qu'en fait il faut la prendre en compte si on veut comprendre ce qui se joue. Alors je vais commencer toujours dans les titres un peu longs. Je suis désolé, cette conférence n'a que des titres assez longs. Autour de la question de l'automation, de l'animation et de leur dimension à la fois mythique et architecturale. La première chose à bien comprendre, c'est que la fabrication numérique, la robotisation, ça a à voir avec cette question un peu plus générale de l'automation, de la recherche de l'automatisme. Recherche de l'automatisme dans laquelle on pourrait s'imaginer que c'est la chose la plus objective de la Terre. On va se servir de la science, des mathématiques, de la physique, de la mécanique, etc., de la thermodynamique, pour essayer de fabriquer des choses qui fonctionnent, entre guillemets, automatiquement. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette idée d'automatisme, elle renvoie aussi à des choses qu'on connaît en psychanalyse, des choses qu'on retrouve par exemple chez les surréalistes qui vont parler d'écriture automatique, et finalement, l'idée finalement qu'il y a dans l'automatisme quelque chose qui serait de l'ordre d'une espèce de quête un peu mythologique. Alors, idée qu'on trouve assez fortement chez les surréalistes et qu'on va trouver en fait chez un de leurs disciples, un monsieur qui s'appelle Pierre Naville, qu'on lit plus forcément beaucoup aujourd'hui, mais qui a été un des très grands sociologues en fait, du travail en France dans les années 50, 60. Et Pierre Naville, en fait, après avoir quitté les surréalistes, se souvient probablement un peu d'eux lorsqu'il écrit dans un bouquin qui s'appelle « Vers l'automatisme social ». Je ne suis pas loin de croire, en dépit de répulsions si vivement exprimées, parce qu'il y a quelque chose d'un peu effrayant toujours dans l'automatisme, que l'automatisme est un archétype aussi antique et radical que celui de la symétrie ou du cycle,
qu'il touche en nous je ne sais quelle corde vibrante du pouvoir créateur, du charme, de la volonté de puissance, de bien d'autres engouements qui nous occupent et nous meuvent jusque dans nos plus nocturnes entreprises. Finalement, l'idée qu'il y a dans l'automation quelque chose qui rejoint presque une espèce de quête mythique et qui touche au plus profond finalement de la psyché humaine. Alors, ça a à voir avec quoi? L'automation, ça a à voir avec la matière qui se meut, entre guillemets, par elle-même. Et du coup, ça renvoie à un autre très vieux thème qui est celui de l'animation. Animer la matière pour qu'en quelque sorte, elle bouge par elle-même. Alors ça, c'est un thème qui traverse toute la littérature, le cinéma, etc. depuis très très longtemps. Juste quelques mentions au passage. Alors, c'est un thème, quand il dit en dépit de répulsion, c'est toujours un thème ambivalent, c'est-à-dire que l'animation de la matière, lorsqu'elle est incontrôlée, conduit à des catastrophes. Alors, bon, quelques étapes. Vous connaissez tous l'histoire de Pygmalion qui tombe amoureux de la statue qui prend vie, etc. Bon, pour les gens un peu plus hollywoodocentriques, le golem et autres Frankenstein, etc., etc. Donc cette idée d'animation de la matière, et en général, si on va trop loin, ça se termine mal. C'est-à-dire que la matière animée prend le dessus sur la personne qui lui a insufflé un semblant de vie, et ça peut poser des problèmes. Alors on va retrouver ça en fait dans la thématique du robot. Il est très très frappant qu'en fait cette vieille question est réinterprétée au début du XXe siècle, lorsqu'on commence à parler de robots. On va trouver ça, par exemple chez Fritz Lang, dans Metropolis. Vous connaissez tous le diabolique robot de Metropolis, véritable incarnation du mal, mais qui en fait est de la matière animée. Alors, où est-ce que je veux en venir? C'est que finalement, pourquoi c'est dangereux cette histoire? Parce que mythologiquement et religieusement depuis très longtemps, la seule personne qui a le droit, l'entité qui a le droit d'animer complètement la matière, c'est le Dieu créateur. Et vous savez d'ailleurs que dans la Bible, ma télécommande ne marche pas très bien, il va falloir que... Je sais pas voilà, dans la Bible, Dieu insuffle la vie, vraiment très littéralement, à cette figure de glaise qui va devenir Adam. Donc cette idée finalement de l'animation comme quelque chose qui appartient au Dieu. Alors, derrière ça, moi je pense que ça a des relations avec ce qui est au cœur du projet de l'architecture, qui est finalement d'animer partiellement la matière. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de transformer la matière animée par l'architecture en quelque chose de frankensteinien, en une créature qui vous poursuivrait. Il s'agit justement d'être partiel. C'était un des thèmes du livre sur la matérialité, l'idée que l'architecture anime partiellement la matière, et l'ornement avait à voir traditionnellement avec cette question de l'animation. L'ornement, en quelque sorte, c'est comme si l'édifice acquérait un début de visage, comme s'il s'adressait à vous, commençait à s'adresser à vous. Alors, cela dit, l'ornement n'est pas la seule façon qu'a l'architecture d'animer la matière, il y en a bien d'autres. Le baroque, par exemple, va recourir à des mouvements de façade, parfois vertigineux, comme ici, dans cette église romaine. Et puis, on retrouvera cette question de l'animation de la matière jusqu'à aujourd'hui, et en passant par le mouvement moderne. On peut dire que la tourette, c'est une merveilleuse démonstration de la capacité d'animer, selon des rythmes plutôt abstraits, la matière. Donc, cette question de la matière. Alors, j'ai insisté beaucoup là-dessus. Lorsqu'on anime complètement, ça se passe mal. L'architecture est toujours, en fait, une animation incomplète de la matière, mais avec évidemment toujours le risque d'aller trop loin. Alors, en architecture, le risque d'aller trop loin, ce n'est pas uniquement le risque d'usurper la position de la divinité, ça peut être parfois aussi, très curieusement, n'oubliez pas, une architecture enveloppante qui vous reconduit à une autre chose un peu psychanalytique qui est le monde clos du fœtus avant la naissance, c'est-à-dire un habité complètement immersif, etc. Donc l'architecture, elle doit à la fois éviter d'animer complètement la matière, mais éviter aussi d'englober complètement l'être humain comme une espèce de créature un peu fétale dans ces espaces. C'est un des trucs qui met parfois mal à l'aise chez Gaudi, c'est le côté parfois complètement enveloppant, maternel et à la fois un peu effrayant de certaines de ces créations. Alors, je vais m'arrêter là sur ces questions mythiques et je vais en venir un peu plus rapidement maintenant à ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase dans laquelle ces questions d'animation
sont au premier rang, finalement, qu'il s'agisse de la fabrication, des robots, etc. Quelque chose est en train de se passer autour de cette vieille question de l'automatisme et de ses rapports avec l'animation de la matière. Quelque chose avec notamment des créatures animées qui commencent à peupler certains ateliers de l'architecture, certaines écoles et ateliers d'architecture. Ici, c'est les bras oranges qu'affectionnent toutes les écoles qui ont les moyens de s'en payer. J'ai cru comprendre, vous n'avez pas encore un bras orange ici. En général, les écoles se ruinent à acquérir un bras orange, bleu ou blanc, et puis ensuite ne savent pas quoi en faire, mais ça fait partie, disons, des débats d'aujourd'hui. Alors, ce qui est clair, c'est que quelque chose est en train de se passer, quelque chose qui passe, en parlant de ces espèces d'espaces exagérément immersifs, c'est assez frappant à quel point on a des espèces d'ambiance digital Gaudi, qui se multiplient aussi en parallèle. Donc, comme si finalement cette très vieille question de l'animation de la matière et de ses liens avec la question de l'automatisme était en train de se poser. Alors, je dirais donc animation de la matière, que ça soit parce que en fait des créatures artificielles comme les robots vont construire, etc., que ça soit par la recherche de nouvelles formes de relations, nouvelles modes d'habiter, etc. Bon, je crois que je vais le faire à la main parce qu'on ne va pas y arriver. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Hop. Alors, autre point aussi, c'est le développement, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, de tous les espaces qui sont interactifs, etc. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui réfléchissent à des espaces qui seraient à la fois immersifs et interactifs. Beaucoup d'artistes, mais aussi d'architectes qui commencent à réfléchir à ces questions-là. Alors évidemment, tout ça a des liens évidemment avec les questions de fabrication, comme je l'ai dit, avec toutes ces étranges créatures qui se meuvent entre guillemets automatiquement et qui jouent un rôle dans la production de l'architecture. Alors, dernier point sur lequel... Alors, je vais vous parler donc de fabrication numérique, un peu de la robotisation, et puis je parlerai aussi quand même un peu des mutations de la conception. Parce qu'une des choses dont on parle encore peu, c'est le fait qu'on peut très bien automatiser des phases entières de la conception. Vous savez, l'architecture est un art qui repose sur des règles un peu plus strictes que les autres arts. Du coup, vous pouvez très bien imaginer demain que les ordinateurs fassent encore beaucoup plus de choses que ce qu'ils font aujourd'hui. Qui était un peu l'hypothèse dont on partait dans les années 60. Les pionniers du numérique en architecture comme Nicolas Negroponte, et en fait, à l'époque, le fondateur du Media Lab, il pensait que l'ordinateur, ça allait être un partenaire de l'architecte, pas un outil de l'architecte. Eh bien, il se pourrait qu'on revienne à ces questions-là aujourd'hui, notamment avec le développement de l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi commencer par cette dimension mythique? Parce que la grande puissance des mythes, c'est qu'ils sont capables de tenir ensemble des choses contradictoires. Et ce que je voudrais maintenant essayer de développer, c'est à quel point toute cette question du numérique, de la fabrication, etc., c'est traversé de choses assez contradictoires qui renvoient en fait à des désirs parfois contraires, à des choses finalement qui ne devraient pas être ensemble, mais qui le sont en pratique, et qui expliquent pour moi aussi la richesse du champ. C'est-à-dire qu'on soit clair, il ne s'agit pas de dénoncer l'idée que ça soit contradictoire, etc. C'est plutôt de dire que la contradiction est un des moteurs qui fait que c'est un des champs qui se développe le plus vite. Je suis très très frappé, si vous voulez, il y a 15 ans, ça fait une vingtaine d'années à peu près que je suis les développements du numérique en architecture. Il y a 20 ans, on parlait quasiment que de forme. D'ailleurs, on est à propos d'animation, Greg Lynn, pour ceux qui lisent l'anglais, vous savez que l'un de ses bouquins phares s'appelait Animate Form. Et puis, ces 5-10 dernières années, ça s'est réellement déplacé du côté des questions de fabrication, de robotisation, etc. Alors la première chose dont je voudrais essayer de vous convaincre, c'est qu'en fait la fabrication numérique, loin d'être uniquement tournée vers l'avenir, c'est un champ bizarre qui est en fait pénétré d'une étrange forme de nostalgie. Alors donc ça sera mon premier point, et donc il y a quelque chose d'assez curieux qu'il faut penser, ce qui est finalement la technologie, une des technologies de pointe dans le champ de l'architecture, pas seulement sur le thème de la technologie de pointe, mais aussi sur le thème d'une sourde nostalgie, d'un état qu'on aimerait bien restaurer, mais qu'on n'arrive pas complètement à restaurer, et ça fera écho à un des passages que tu avais choisi dans le livre. Alors, première chose, c'est que la fabrication numérique, c'est assez clair aujourd'hui, c'est lié à une mutation très profonde du regard qu'on porte sur la matière,
plus généralement sur la nature et sur le rapport que nous entretenons avec elle. C'est l'un des grands thèmes du livre sur la matérialité, avec une matière différente, qui est une matière qui, au lieu d'être vue comme passive, comme destinée à être façonnée comme une glaise ou une cire passive par l'homme, est quelque chose qui a une activité en soi, une activité qu'il s'agirait plutôt de canaliser ou avec laquelle il s'agirait de jouer plutôt que d'essayer de la contrarier ou de la négliger, etc. Alors, une matière active, ça renvoie à des idées comme par exemple l'émergence, le fait que les dispositifs matériels peuvent être créateurs de par au travers de phénomènes comme l'auto-organisation, etc. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de philosophie contemporaine dans le champ du design, mais il est clair que ça se corrèle, par exemple, à tous les courants qu'on appelle parfois le nouveau matérialisme, qui est un héritage un peu de Deleuze. Enfin, vous trouvez par exemple aux États-Unis quelqu'un comme Manuel Delanda, qui est assez typique de ça, ou Sanford Quinter, avec l'idée finalement qu'il s'agit réellement de dépasser le clivage entre esprit et matière et d'introduire plutôt une dimension collaborative dans le travail de la matière, plutôt que la violence traditionnelle du designer qui conçoit quelque chose et impose la forme de façon en quelque sorte arbitraire à la matière. Ça va, tout le monde me comprend jusqu'à présent? Parce que si je dérive, vous me dites. Bien, alors, ça a des liens évidemment aussi avec, en parlant de nouvelle vision de la nature, avec l'idée que, en fait, la computation, ce n'est pas fondamentalement différent de ce à quoi ça s'applique, que la matière est au fond intrinsèquement computationnelle. D'où cette idée popularisée par des gens comme Achim Menges en Allemagne, ou vous en parlez d'Achim Menges des fois? Bon, Achim Menges en Allemagne ou Jenny Sabin aux États-Unis de material computation. En fait, quand je calcule au plus près d'une espèce de spontanéité créatrice de la matière, sur laquelle, si vous voulez, c'est un peu comme, ça sera un changement d'attitude comme le surfeur avec sa vague, c'est-à-dire le surfeur ne contraint pas la vague, il va avec elle, etc. Donc le design devrait aller dans cette direction-là. Alors, c'est ce qui ferait en complet contraste avec la vision un peu de la matière comme cire qu'on façonne, qu'on trouve par exemple encore chez Descartes et chez certains de ses successeurs. C'est quelque chose qu'on va beaucoup trouver chez Deleuze. C'est quelque chose aussi qu'on va trouver chez un penseur, un anthropologue anglais, Tim Ingold, qui écrit qu'il faut sortir absolument de la vision traditionnelle du projet où on conçoit une forme dans sa tête et on la plaque, on moule de manière autoritaire cette forme dans la matière. Il s'agit au contraire de travailler en contact, en collaboration, en synergie avec elle. Alors des idées assez présentes aujourd'hui qui se corrèlent très étonnamment à une espèce de recherche d'un autre personnage que l'architecte traditionnel pour incarner cette idée de coopération. Et par exemple, l'anthropologue Richard Sennett a proposé la figure de l'artisan. Plutôt que le concepteur italien de la Renaissance qui plaque l'idée sur la matière, l'artisan qui travaille au contact de la matière, avec comme par exemple le gars qui fabrique des instruments de musique et qui travaille au plus près de la veine du bois, au lieu de chercher à la contrarier. Alors ça va donner aussi naissance, étonnamment, à une espèce de revival de certaines idées de Ruskin. Vous savez, Ruskin, ce penseur anglais du 19e siècle, alors curieusement très anti-technologique, mais Ruskin qui explique qu'en fait, il doit y avoir une espèce de sympathie, d'harmonie entre la matière que l'on travaille, la main, et l'esprit. Et un concepteur numérique comme Lars Puybrock a publié récemment un bouquin, The Sympathy of Things, et Ruskin and the Ecology of Design, dans lequel il dit finalement Ruskin, c'est une des meilleures façons de comprendre comment il s'agirait aujourd'hui de poser cette question du travail de la matière. Alors, c'est pas faux que chez Ruskin, il y a des aspects étonnamment compatibles avec certaines des intuitions du numérique aujourd'hui et du nouveau matérialisme dont j'ai parlé. Par exemple, lorsque Ruskin est très sensible aux phénomènes de lignes, de veines, de vagues, etc., qui agitent la nature, depuis les écorces des arbres jusqu'au profil des montagnes. Donc, avec cette espèce d'idée, finalement, qu'il s'agit, plutôt que de violenter la nature, de savoir intelligemment moduler les dynamiques qui l'agitent avant même qu'on commence à la travailler. Donc vous voyez, toutes ces idées sont assez présentes aujourd'hui.
Alors, ce qui me paraît quand même assez frappant, c'est que Ruskin, c'était quand même le gars le plus réac de la Terre au XIXe siècle. C'était un gars qui aimait ni les chemins de fer, ni le métal, ni les machines à vapeur, etc., etc. Donc, je dirais que c'est quand même un curieux héros pour une modernité nouvelle que d'aller chercher Ruskin. C'est encore plus étrange d'aller nous parler d'artisans dans un monde qui est quand même, d'accord, il est post-industriel, mais enfin, il ne faut pas exagérer, il est quand même plus industriel que post. Donc, c'est quand même curieux ce qui se passe. D'où la suggestion que je voudrais faire, et si finalement c'était l'indice d'une dimension nostalgique qui a toujours été à l'œuvre dans la modernisation, et cela depuis, alors désolé, je suis historien, et cela depuis très longtemps. C'est-à-dire on pourrait écrire une histoire des formes successives de modernisation depuis au moins la première révolution industrielle, qui est une histoire de nostalgie successive, qui renvoie en fait à des angoisses, mais aussi à des espèces de tensions et de contradictions dont on ne se débarrasse pas et qui vous font avancer. Alors, première forme d'angoisse, aube de la révolution industrielle, extrême fin du XVIIIe, début du XIXe, et si, bien sûr, nous sommes devenus modernes, nous avons des machines plus modernes, plus puissantes, etc., nous sommes plus sophistiqués, mais et si nous n'étions jamais capables de retrouver l'authenticité d'inspiration de l'art grec à ses origines? Et si l'origine, finalement, nous n'arrivions jamais à retrouver cette pureté de dessin, cette pureté d'intention. C'est ce que vous allez trouver, par exemple, chez le premier historien de l'art moderne, Winkelmann, mais vous allez le retrouver par la suite chez Schinkel. Schinkel, par exemple, ça, c'est un tableau qui exprime toute la nostalgie qu'a Schinkel de cette Grèce à moitié rêvée dans laquelle l'art, la science, la philosophie étaient profondément unis. Ça va inspirer d'ailleurs des pans entiers du néoclassicisme. Le sculpteur danois Thorvaldsen va passer sa vie à faire des copies de l'antique avec le secret désespoir de ne jamais être capable de retrouver l'authenticité, le jaillissement spontané de l'art grec en ses débuts. Donc ça, c'est le premier épisode de nostalgie. Autre épisode de nostalgie, Ruskin lui-même, qui nous explique que pourquoi c'est mal le métal. Parce que le métal et la machine nous prive de l'authenticité du geste créateur. Et Ruskin va opposer finalement au moulage de la fonte cette authenticité de l'artisan qui sculpte les détails d'une cathédrale, les ornements d'une cathédrale, à la fois animé par un esprit collectif et capable de s'exprimer à titre individuel. D'où cette question lancinante pour les Ruskiniens, comment être moderne, comment utiliser le métal, etc. Et en même temps, essayer de sauvegarder cette espèce d'authenticité créatrice de la main de l'artisan. Alors, ça conduira Dean et Woodward. Si vous allez à Oxford, ne regardez pas que les collèges du Moyen-Âge. Allez voir le musée d'Oxford de Dean et Woodward, qui sont deux Ruskiniens, qui vont mettre une merveilleuse charpente métallique, qui, petit détail, est en fer forgé, parce que la fonte, c'est passif, alors que le fer forgé, ça se travaille à la main, et puis avec un incroyable décor sculpté, pour lequel ils font venir des artistes un peu foldingues d'Irlande, qui vont faire tout le décor sculpté de ce truc. Alors, ça pourrait continuer. Prenez les modernes. On pense que les modernes, alors eux, ils ont aboli toute nostalgie, etc., mais prenez le good old Le Corbusier, qui vous est voilà ce qu'écrit Le Corbusier. Tel peut être dorénavant le sol de la grande ville, le jardin, la réconciliation avec la nature. Comme si tout le propos de l'architecture moderne n'était pas tant d'être moderne que de réconcilier technologie et contact avec les éléments naturels. Et Le Corbusier lui-même, on le sait fameusement, sur le toit de son immeuble, s'amusait à aller couper ses roses et ses fleurs, et avec cette espèce d'idée finalement que l'architecture moderne, ultimement, c'était une réconciliation avec la nature. Alors, où est-ce que je veux en venir ? Peut-être qu'il y a une forme de nostalgie, et c'est la citation que tu as prise, j'en suis content, une des citations que tu as prises à l'heure numérique, c'est-à-dire que tous ces gars sur l'artisanat, la sympathie avec la matière, nous parlent d'un monde dans lequel la matière et l'information ne seraient pas séparées. Et en fait, travailler sur la matière, ça serait travailler sur l'information. C'est ça, finalement, l'idée de material computation. Et puis à la fois, en fait, on a fait exactement l'inverse. Le numérique, c'est le triomphe du fichier séparé de la matière, qu'on peut réinjecter ensuite sur différentes formes. Alors j'aime bien le petit lapin bleu du début de MakerBot, mais le lapin bleu, c'est un fichier de lapin, et ensuite on injecte ça vraiment, là c'est plutôt une machine par addition, mais en tout cas on voit bien que matière et information sont complètement séparées. Du coup, je dirais que nous avons une nostalgie presque infinie
du contraire de ce que nous faisons très souvent, c'est-à-dire en fait une nostalgie de ces temps heureux où la matière et l'information étaient indissociables. Et il est clair aujourd'hui, lorsque vous écrivez sur un ordinateur, eh ben, même l'écriture est devenue complètement dématérialisée par rapport à... Elle n'est plus sur un papier avec une machine à écrire. Donc on a franchi d'une étape dans la dématérialisation des systèmes de signes, etc. Et donc on est dans cet étrange monde, et à la fois on sent bien que quelque chose semble dysfonctionner. Donc tout ça pour dire qu'il se pourrait qu'au fond, avec ces idées d'artisanat, etc., il y ait une espèce de sourde nostalgie d'un monde dans lequel on ne séparerait pas la matière de l'information. Et c'est ça aussi, bon, pour reparler par exemple, Janie Sabin, lorsqu'elle fait ces trucs de material computation, qu'il s'agisse de bois, de céramique, etc., il y a cette espèce d'idée de retrouver une espèce d'harmonie, de lien consubstantiel entre matière et information. Alors la nostalgie, encore une fois, ce n'est pas une mauvaise chose, à condition de ne pas se noyer dedans. Et la nostalgie, en fait, il ne faut pas oublier quand même, la nostalgie a été un puissant moteur tout au long de l'histoire de l'architecture. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'arrive pas à éradiquer complètement les historiens des écoles d'architecture. C'est un phénomène qui m'a toujours passionné. C'est qu'on peut parfaitement imaginer une école d'ingénieurs sans historiens, elle survit très bien. Ça ne pose aucun problème. Les écoles d'architecture sans historiens, les historiens finissent toujours par réapparaître comme de la mauvaise herbe. Ça repousse. L'exemple le plus célèbre que je connaisse, c'est à Harvard, où Gropius avait totalement éliminé l'histoire. Et puis, à partir d'un certain moment, même Gropius avait fini par aller voir à l'époque un jeune historien, Edward Seckler, en lui disant « Edward, tu ne peux pas nous faire un ou deux cours, etc. » Pourquoi? Parce que l'architecture se nourrit de précédents, mais aussi d'une certaine forme de nostalgie de ce qui était et ne peut plus être accompli. Mais en fait, ne peut plus être accompli, c'est en fait un programme pour accomplir, si vous voulez. Vous prenez la Renaissance. La Renaissance a rêvé sans fin des grandes machines antiques, les a même parfois complètement réinventées, et du coup la Renaissance a été une des grandes périodes d'invention de machines, une des plus grandes périodes d'invention de machines qu'on ait connues depuis très longtemps, depuis quasiment la période alexandrine. Et ça, c'est une planche de Palladio sur les vis et les machines hydrauliques antiques, et en fait, c'est des machines de la Renaissance. Ce qui est aussi à noter, c'est que la nostalgie bien comprise ne vous conduit pas à l'imitation du passé, elle vous conduit à inventer l'avenir en essayant de réinterpréter les choses. Et il est quand même très frappant de noter que l'architecture de la Renaissance, c'est pas la chapelle des Pazzi, ça ne ressemble pas à un temple gréco-romain, c'est autre chose. Ça utilise les ordres gréco-romains, mais avec des principes tout à fait différents. Donc tout ça pour dire, finalement, peut-être serait-il bien d'être un peu plus conscient dans la fabrication numérique de cette dimension un peu nostalgique, de ce désir finalement de retrouver une unité. Qu'est-ce que c'est que la nostalgie? C'est toujours le sentiment d'une unité perdue qu'on voudrait recomposer. Et peut-être que c'est en fait un des moteurs profonds de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, deuxième moment de mon histoire, c'est le titre d'un papier que j'avais écrit pour cette revue un peu ridicule qui s'appelle Log, mais dans lequel on peut écrire à peu près n'importe quoi, c'est ça qui est plutôt sympa. Donc j'avais écrit un article qui s'appelait Free the Robots. De quoi je vais vous parler maintenant? Un peu des ambiguïtés autour professionnelles, mais pas seulement, autour de la question finalement de l'automatisation, etc. Alors, première chose à dire, ce n'est pas la première fois qu'on rêve d'automatiser la conception, mais aussi la construction. C'est un vieux truc. Par exemple, ça, c'est l'architecte de l'an 2000, d'après une caricature du début du XXe siècle. Vous voyez que, bon, c'est là où on voit d'ailleurs que nos désirs sont parfois beaucoup plus anciens que les instruments qui permettent de les réaliser. Vous voyez, ça, c'est vraiment quasiment l'ancêtre du digital designer. En fait, évidemment, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est là où on commence à voir la filiation avec l'industrialisation. C'est que l'industrialisation a été une phase qui nous mène jusqu'à aujourd'hui. Lorsque, par exemple, Neufert a cette idée quand même assez bizarre de la machine à produire des édifices, il y a quelque chose qui est en train de se nouer, qui n'est pas inintéressant. Alors, quelque chose qui est frappant aussi, c'est que
l'industrialisation avait pris l'automobile comme l'un de ses objets paradigmatiques. Vous vous souvenez de Le Corbusier, l'automobile et le Parthénon, etc., la fascination pour la Ford T. Ce qui est assez marrant, c'est que les robots, ils nous viennent de l'automobile à nouveau. Et ça aussi, c'est plutôt rigolo. Les bras orange, en fait, ils viennent de l'automobile. Et en fait, on a acclimaté dans les écoles, ça a été le coup de génie de Gramazio et de Kohler, qui est de comprendre qu'on pouvait prendre les bras robotiques des usines automobiles et les amener dans une école d'architecture, et en ce moment-là, d'essayer de faire des trucs avec. Alors, tout ça pour dire que si on regarde maintenant, ça c'est quoi les conséquences si on prend tout ça au sérieux, eh ben, on se rend compte que c'est assez contradictoire autour de la question de quel est l'avenir de la profession, quel est le profil du designer, vers quoi va-t-on? C'est pas très clair. Donc après la nostalgie générale, je dirais les incertitudes et les ambiguïtés, les complexités et les contradictions, si vous voulez, du monde professionnel et de la façon dont on voit son évolution. Si vous écoutez beaucoup de gens aujourd'hui, autour de la fabrication numérique, alors si vous lisez les bouquins des makers, si vous écoutez le discours des Fab Labs, tout ça, eh ben, l'avenir c'est la coopération, la collaboration, etc., les réseaux de créateurs qui travaillent les uns avec les autres, blablabla, même éventuellement en associant le public et avec des démarches participatives. Vous avez un gars comme José Sanchez avec son projet Pléthora qui essaye de promouvoir une conception qui serait en quelque sorte, qui se diffuserait parmi les non-architectes, etc. Des idées qu'on voit un peu partout aujourd'hui. Et vous avez des gens qui vont vous parler d'open source architecture, on va partager des fichiers, les modifier, enfin bref, le Brave New World du collaboratif généralisé. Alors, c'est vrai qu'il y a des formes de création en réseau aujourd'hui. C'était une exposition de Dries Van Herpen dans laquelle cette espèce de truc bizarre, ça c'était l'actrice qui joue, comment elle s'appelle déjà, la grande chevalière un peu homasse dans Games of Thrones. Vous savez? Hein? Je me souviens jamais de son nom. Voilà. Alors donc là, c'est l'actrice qui est là. Là, vous avez des robots qui tissent la robe en live autour de l'actrice. Et puis le tissu lui-même qui recouvre les robots est fait par un autre artiste. Et c'est Marjane Colletti de la Bartlett qui a fait le programme pour les robots. Enfin, vous vous rendez compte, cette espèce de truc en réseau dans lequel le fashion designer travaille avec l'architecte, avec le gars de la robotique, etc., etc. Super. Donc, est-ce qu'on dirait vers ça? Vous imaginez Marc Mimram 2070, il y a tout en réseau, il y a Marc Mimram, mais il y a aussi plein d'autres gens qui font des tas de trucs, et c'est super sympa. Alors, c'est pas faux, c'est une des possibilités. Mais le problème, c'est que c'est pas la seule. Et c'est qu'en fait, le numérique, si on regarde le numérique est aussi contemporain d'une espèce d'hyper concentration des pouvoirs dans la profession avec l'émergence d'un star system qui est quand même assez hiérarchique. Je ne sais pas si vous avez jamais regardé la structure de Zaha Hadid architecte, mais Partners, c'est en fait un machin, ça ressemble à l'armée rouge. Et si vous voulez, les grosses agences, c'est plutôt ce fonctionnement-là, avec des partners, des sous-partners, etc., etc. Et vous vous rendez compte qu'en fait, entre le modèle un peu plus horizontal, collaboratif, etc., et le modèle top-down intégré, assez massif que vous trouvez dans les très grandes agences mondialisées, eh ben, c'est pas décidé. Et en fait, il faut être clair, la concentration actuelle dans ces méga-agences, elle est aussi le fruit du numérique. Ça n'aurait pas été possible de gérer des quantités pareilles d'hommes etc., et de femmes s'il n'y avait pas eu le numérique et la démultiplication. Et là aussi, la dématérialisation, le fait, bon, j'ai pas mal de collègues star architectes qui regardent les fichiers qu'on leur envoie sur leur ordinateur le week-end. Ils sont à Singapour et l'agence est évidemment sur 3 continents, mais pas à Singapour. Et ça fonctionne souvent comme ça. Donc c'est là on se rend compte qu'en fait, on est là aussi dans un univers très contradictoire au niveau de vers quoi ça va tout ça en termes d'organisation professionnelle. Et c'est pas du tout simple. Et en fait, vous voyez très souvent les discours s'entrechoquer sans qu'on sache très bien vers quoi on va. Alors, rajoutons encore une couche de complexité. Supposons que ces petits gars, ça vous savez, c'est le coup du pont qui se construit avec les robots qu'on nous a fait 200 fois autour des derniers mois. Bon, alors avec d'ailleurs des photocollages où les robots ils travaillent sur le canal à Amsterdam ou Dieu sait quoi, alors qu'en fait ils travaillent en atelier. Mais bon, ceci est une autre histoire. Bon, supposons qu'un jour toutes ces bêtes-là deviennent intelligentes. Ce qui est aussi un autre truc. Quelle place on va leur accorder?
Alors dans l'article que j'avais intitulé Free the Robots, je prenais un point de vue ruskinien par rapport au robot. C'est que si le robot devient intelligent, il doit avoir droit au respect et à l'autonomie de sa création, au même titre que l'artisan médiéval qu'envisageait Ruskin. Donc j'avais envoyé ça un peu dans la figure de Grammatio et Kohler en disant c'est pas normal de maintenir à l'état d'esclaves les robots alors qu'il faut les libérer, etc. Bon, ce que j'avais derrière la tête, c'est autre chose en fait. C'est que parmi les choses aussi dont on ne parle jamais quasiment dans le champ de la fabrication numérique, c'est la place des ouvriers. Il n'y a plus d'ouvriers apparemment, il n'y a plus que le client, l'architecte, les machines. D'ailleurs, ça, c'est quasiment un rêve d'architecte. Il y a le robot, mais il n'y a plus de gars. En général, quand on construit des ponts, enfin, même chez Marc, il y a quand même beaucoup de gars qui s'agitent. Où sont-ils passés? Et là, on se rend compte qu'il y a une espèce d'ambiguïté massive derrière cette affaire. Et que, en fait, je me servais des robots un peu de façon caricaturale, mais pour dire finalement la place de la main-d'œuvre, elle est complètement passée sous silence, et le devenir de la main-d'œuvre, etc. Parce qu'il est tout de même peu probable qu'on aille systématiquement vers des chantiers où il n'y a que des robots. Pour des raisons d'ailleurs, c'est que parfois c'est quand même plus facile de mettre des êtres humains. Je me souviens toujours chez Grammatio et Kohler, notamment, un des trucs les plus difficiles, c'est quand il y avait un petit trou carré et qu'il fallait mettre une baguette carrée. C'est très compliqué pour le robot, alors que les êtres humains ont fait ça en 2 secondes, même pas, en une demi-seconde. Et c'est assez amusant de voir ce qui est difficile et facile pour un robot et pour un être humain. Il y a des choses très difficiles pour nous que les robots font très facilement, mais il y a aussi des choses très faciles pour nous que les robots font plus difficilement. Donc tout ça pour dire... Alors ça c'est tiré, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, cette série suédoise Real Humans, avec tous ces robots en série, mais finalement... Hein? Comment ça s'appelle? Bon, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, c'est une série assez étonnante, mais finalement... les modèles professionnels derrière sont totalement contradictoires. Qu'il s'agisse de qui est le designer, vers quoi va-t-on, etc., c'est pas du tout stabilisé. Et je voudrais revenir encore une fois là-dessus à propos de la question de l'authorship. Qui sont les auteurs de demain? Vous êtes censés demain être des auteurs, mais qu'allez-vous être comme auteur? Alors, il y a plein d'hypothèses. Si on prend sérieusement... D'abord, première chose à noter, la question de l'automatisation en architecture est une question, là aussi, on n'en parle quasiment jamais, de l'automatisation de la conception, comme si les ouvriers allaient disparaître par miracle, mais pas les architectes. Ce qui cache en général, d'ailleurs, la formidable angoisse des architectes qui, depuis Vitruve, ont peur de disparaître. C'est quand même une des professions, je trouve, de ce point de vue-là, les plus sympas. C'est quand même une profession qui a peur de disparaître depuis l'aube des temps et qui, comme les historiens en école d'architecture, n'a jamais disparu. Donc il serait temps de se rassurer. Mais une chose qui est vraie quand même, c'est que l'architecture, c'est un art beaucoup plus standardisé dans ses procédures, dans ses modes d'expression, etc., que beaucoup d'autres formes d'expression. Et du coup, bon, Durand est un cas limite, mais je dirais malgré tout, on peut très bien imaginer une automatisation partielle des tâches de conception. On peut d'autant plus l'imaginer qu'il y a cet autre truc qui est le big data, et que j'ai des collègues en Amérique qui ont commencé froidement à rentrer tous les édifices baroques connus en ce bas monde dans des bases de données géantes, avec dans l'idée que on pourra cracher de l'église baroque s'il y en a besoin, à la demande, etc. Vous pouvez ensuite imaginer une base de données mondiale d'à peu près tous les bâtiments considérés comme... Aujourd'hui, c'est faisable. Etc. Donc ces questions ne sont pas complètement à exclure. Alors évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir aussi redéfinir la place de l'architecte, encore une fois, un peu comme avec les robots. Qu'est-ce que fait l'humain que les machines peuvent plus difficilement faire? Alors en fait, il ne faut pas s'imaginer que c'est une question nouvelle. Dans les années 60, quelqu'un comme Cedric Price se pose très profondément cette question. Lorsqu'il fait des projets comme Generator, qui est un projet d'inspiration résolument cybernétique, la question de qu'est-ce qu'un concepteur par rapport à un monde hautement automatisé, c'est une question qui commence à l'obséder. Bien avant ça, Denis Diderot, le monsieur de l'encyclopédie, qui était fils d'un artisan et qui était passionné par les machines. Et la grande question que se pose Diderot au travers des descriptions de machines, c'est finalement où passe la ligne de partage entre la machine et l'humain, sachant que nous inventons les machines, que donc quelque chose en nous fonctionne un peu comme les machines que nous inventons, et à la fois quelque chose n'est pas comme une machine.
C'est le thème, par exemple, d'un des plus longs articles qui est écrit Diderot, qui en fait n'est pas consacré à des sujets de philosophie ou de culture, il est consacré à une machine à tisser les bras, qui avait fasciné Diderot. Et là, il y a un très bel article d'un spécialiste de Diderot qui explique la question centrale de Diderot dans cet article. Où passe la limite entre l'humain et la machine? Eh bien, aujourd'hui, on en est revenu à ces questions-là, avec encore peu de réponses, mais ça fait partie des choses qu'il va falloir se poser. Tout ça pour dire, alors, vers quoi va-t-on? Est-ce qu'on va vers des auteurs genre cyborg, c'est-à-dire des alliances? Alors celui-là, il est un peu gratiné, mais sans aller jusque-là, des alliances d'hommes, de femmes et de machines. C'est probablement, je dirais, une des choses qui va se passer. Un peu comme, vous savez, aujourd'hui, sur Wikipédia, une des façons dont Wikipédia est gérée, c'est avec des espèces de correcteurs cyborgs qui sont associés à des machines qui ont des routines assez sophistiquées, ce qui permet d'être efficace dans la correction de cette quantité massive. Il y a des choses complètement automatisées dans Wikipédia. Si vous écrivez la guerre de 14, 1916, 1922, c'est automatiquement corrigé par Wikipédia. Mais il y a des choses un peu plus subtiles qui sont corrigées par des espèces d'assemblages cyborgs d'hommes et de programmes. Probablement que l'architecture de demain, c'est un bidule comme ça. Et pour revenir à cette forme réseau, vous savez qu'aujourd'hui, on discute beaucoup dans les neurosciences de qu'est-ce que c'est qu'être un individu en réseau. Notre cerveau lui-même est interprété de plus en plus comme une espèce de réseau de modules. Eh bien, peut-être qu'il va falloir quand même concevoir des formes de création en réseau de façon plus profonde et sophistiquée que les discours qu'on tient aujourd'hui autour de l'architecture open source, etc. Donc tout ça pour en arriver finalement à cette espèce d'idée que c'est un champ très contradictoire, avec beaucoup de complexité, d'incertitude, etc. Et c'est ça qui, finalement, en fait l'intérêt. Je m'étonne toujours, d'ailleurs, que tout le monde ne soit pas passionné par la fabrication numérique, parce que à peu près tous les problèmes de la discipline, depuis Vitruve et jusqu'à aujourd'hui, sont en quelque sorte présents en condensé dans ce champ, où il n'y a pas, encore une fois, pas que de l'innovation technologique, il y a des questions plus générales aussi qui touchent à la discipline. Alors, dernier point, c'est l'idée de fiction, de poétique, et quand même en même temps d'épistémologie. Et je vous promets que j'arrête dans à peu près 5, peut-être 7 minutes. Non, mais je suis en général relativement... Les élèves qui me connaissent savent que je termine à l'heure, donc... Si, c'est mon principal charme dans l'enseignement, c'est que je termine à l'heure. Bien. Alors, je vais peut-être prendre quand même 1 ou 2 minutes de plus, parce que c'est une conférence, mais quand même. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire? Bon, il est clair que dans ce phénomène, il y a des aspects un peu bullshit, un peu communication, etc. Encore une fois, le bras orange, ça me frappe quand même le nombre d'écoles qui en ont acheté et qui ne savent pas quoi en faire. Alors du coup, on empile des briques à la Grammatio de Colère, on fait des griffures sur du marbre ou Dieu sait quoi, on fait des espèces de grosses bulles de polystyrène, etc. Mais on comprend... Tout ça pour dire qu'on n'est pas face à un phénomène complètement rationnel. On est face à quelque chose dans lequel se noue du désir, de l'idée que c'est important, mais on ne sait pas toujours très bien pourquoi. Et en fait, l'innovation, c'est souvent comme ça. L'innovation, ça ne démarre pas toujours par un truc complètement clair, ça démarre par un espèce de désir d'autre chose, qui peut parfois confiner au ridicule, mais qui renvoie quand même à des choses tout à fait fondamentales. Alors, ce qui est évident, c'est que la place de la fabrication dans la production concrète du cadre bâti, la fabrication numérique, elle est encore relativement limitée. On fait beaucoup de magasins Prada et de restaurants haut de gamme, et beaucoup moins quand même d'habitat social. Même si ça commence, et quand même il est assez frappant. Avec, d'ailleurs, ce qui est quand même très frappant, une des raisons pour lesquelles ça s'est développé plutôt dans les secteurs un peu luxueux, etc., c'est la parenté des questions de fabrication et des questions ornementales, qui est quand même très très frappant. Un des succès de Grammatio et Kohler, c'est qu'on ne sait jamais si c'est des installations ou si c'est réellement un mur de briques. Et il y a un côté très très ornemental dans beaucoup de pratiques de fabrication un peu avant-gardistes. Alors, et par ailleurs, le moins qu'on puisse dire, c'est que dans de vastes zones du monde, ce n'est pas franchement la fabrication numérique avant-gardiste qui prévaut, c'est plutôt de la bonne vieille standardisation industrielle telle qu'on avait pu la connaître dans nos pays. Qui va m'amener maintenant quand même à quelques considérations sur l'industrie.
Parce que finalement, la fabrication numérique a pris le relais des espoirs qu'ont mis, des rêves que les architectes ont entretenus pendant quasiment un siècle autour de l'idée de l'industrialisation du bâtiment. Alors mon argument à ce stade, ça sera de se dire, attention, l'industrialisation du bâtiment n'a jamais été uniquement un discours sur la rationalisation, sur la préfabrication, etc. C'est beaucoup plus que ça. C'est partiellement un récit, voire même avec des aspects fortement fictionnels par moments. C'est peuplé de désirs. Ça a des côtés parfois dans lesquels on ne sait plus très bien la frontière entre le rationnel et l'irrationalité la plus totale. Et c'est quelque chose qui a profondément transformé le monde du bâtiment, justement parce que c'était cette espèce de cocktail explosif de choses assez contradictoires, et ce n'était pas seulement uniquement la rationalisation du bâtiment. Alors, l'industrialisation, bon, l'exemple favori que je donne toujours, c'est la recette. Savez-vous planter une tour d'imaction, comme, selon Buckminster-Fuller, c'est pas compliqué, vous prenez un dirigeable, un gros câble et une bombe. Vous emportez la tour d'imaction avec le gros câble sur le dirigeable, vous lancez une bombe qui fait un cratère et vous plantez la tour d'imaction. Voilà, il n'y a qu'à. Et là, vous commencez à vous rendre compte quand même, Fuller, c'est plutôt un gars qui prend la question de la préfabrication, etc., vachement sérieusement. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a quelque chose de l'ordre du récit. Alors là, c'est presque Tintin et Milou, on dirait le professeur Tournesol à ses débuts, mais on se rend compte qu'en fait, il y a toujours eu les deux. En même temps, Fuller est en train de développer des projets très très rationalistes autour du programme d'Imaction, etc. Et on se rend compte que la fiction, elle est toujours quelque part un petit peu présente. Vous prenez Prouvé. Toute cette idée, finalement, la construction sans grue, etc., par des petits groupes d'hommes, etc., toute cette espèce de poétique, d'une espèce d'artisanat de l'ère industrielle chez Prouvé, qui se traduit par ces inventions de portiques, etc., vous vous rendez compte que l'invention structurelle, elle est complètement liée à des mises en récit, dans laquelle le monde idéal de Prouvé, c'est un monde dans lequel, justement, on va retrouver l'artisan, d'ailleurs, dans lequel l'artisanat est possible au cœur et au contact avec l'industrie. Et vous vous rendez compte que finalement, l'industrialisation, ça a été au moins autant un récit et une poétique qu'une démarche de rationalisation. Ça a été les deux. Et c'est ça qui a fait sa force. Si ça n'avait été qu'une démarche de rationalisation, ça n'aurait peut-être pas autant changé les choses. Alors évidemment, ça a conduit à quelques petites erreurs et à des petits problèmes qu'on connaît bien dans certains endroits, mais quelle poétique! Quand vous voyez, c'est une image d'un chantier de Lodz, évidemment, ça fait rêver jusqu'à aujourd'hui, des trucs comme ça. Et on se rend compte qu'en fait, c'était les deux. Ça permet ensuite de comprendre des choses étranges. Pourquoi, finalement, le centre Pompidou essaye désespérément de ressembler à une raffinerie, ce qu'on lui a beaucoup reproché. Mais parce qu'il essaye d'arraisonner une forme de poétique industrielle, un peu à rebours de la fonction, mais qui est tout à fait essentielle et qui a fait aussi la force de tout ça. Alors mon argument, finalement, c'est de dire quoi? La fabrication numérique, c'est peuplé aussi de trucs bizarres. Il est, somme toute, pas très très probable que des milliards de drones vont s'entrecroiser dans l'atmosphère pour aller apporter des briques dans les bâtiments. Ce truc-là me fait toujours rigoler parce que ça me fait penser à Robida, la sortie de l'opéra au début du XXe siècle avec tous ces véhicules volants dans tous les sens. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se noue là-dedans, qui est de l'ordre du désir, qui est de l'ordre du rêve. Et c'est ça qui rend, à mon sens, la fabrication numérique si intéressante. Alors, il y a aussi quelque chose, encore une fois, de l'ordre de l'épistémologie en même temps, parce qu'encore une fois, la question « qu'est-ce que peuvent faire les hommes plus efficacement que les machines ?» c'est une question très fondamentale du projet à la construction, qui renvoie finalement à une compréhension de c'est quoi, finalement, les enjeux de la discipline et les enjeux profonds de la technique. Je dirais, les machines, c'est aussi une merveilleuse façon de se poser des questions sur qui sommes-nous. Qui sommes-nous? Que savons-nous faire mieux que les machines? Parce qu'il y a des choses qu'on sait faire mieux que les machines. Par exemple, on sait hésiter très longuement. On est excellent dans le discours bullshit, ce qui a aussi son importance en architecture et ailleurs. Mon truc préféré, c'est toujours... ça, je ne l'ai pas mis cette fois-ci. Ah oui, alors bon, pour revenir à la fabrication numérique, prenons Achim Menges, héros par excellence, Deutsche Qualität, comme dirait la pub Volkswagen. Donc voilà un gars, ingénieur, Stuttgart, ça rigole pas, etc. La patrie des Mercedes.
Et alors, quand le mec, il vous raconte l'histoire de son pavillon qui est parti de l'idée de l'araignée qui tisse sa toile à l'intérieur d'une bulle d'eau, d'une bulle d'air dans l'eau, et que c'est ça la justification du pavillon, franchement, Buckminster Fuller, sa bombe et son dirigeable, et Hakim, je ne sais pas toujours des deux s'il y a vraiment une différence si fondamentale. Mais n'empêche, quand vous voyez l'enthousiasme des étudiants face à ce genre de truc, etc., vous dites que quelque chose se passe. Et il y a besoin de cette dimension narrative. C'est pour ça, d'ailleurs, à mon sens, que la dimension ornementale est encore une fois si présente dans les questions de fabrication aujourd'hui. Ça aussi, on dirait une espèce d'ornement de la Sagrada Familia ou LSD, mais c'est en fait un truc de fabrication numérique comme il s'en fait des tonnes outre-Atlantique et ailleurs, etc. Tout ça pour en arriver à quoi, finalement? Je fais partie des gens qui aiment bien François Roche, en dépit de son caractère déplorable. Si, je sais, mais bon, François, oui, il faut dire, la première fois qu'on s'est rencontrés, on a failli se casser la gueule. Mais depuis, bon... il avait écrit un petit texte, c'était son projet pour le Frac Centre, il avait écrit un petit texte que j'aimais bien, dans lequel il disait, finalement, les robots, c'est une question de désir. Et je pense quand même très profondément, si j'avais quelque chose à dire sur le rapport à la matière des architectes, etc., je crois que la question du désir est extrêmement fondamentale. Peut-être que les deux choses, je voudrais que vous reteniez. Une, je n'ai pas mis de slides, mais je commande toujours avec une grande componction une des choses les plus profondes qu'on ait jamais écrit sur l'architecture, qui est, vous savez, le célèbre passage de Flaubert du Dictionnaire des idées reçues, « Architectes, tous des imbéciles, oublient les escaliers ». Mais en fait, ça a l'air stupide comme remarque, genre esprit beauf, et c'est comme ça que le prenait Flaubert, mais en fait c'est très profond, parce qu'en général, c'est vrai qu'il peut arriver qu'on oublie les architectes, qu'on oublie les escaliers. Pourquoi? Parce qu'un projet, c'est quelque chose qui rentre difficilement dans l'espace 3D. Et qu'à un moment, il faut arriver à le faire rentrer dans l'espace 3D. Et une des choses qu'on sait faire mieux que les machines, c'est probablement vivre dans des choses contradictoires. On a une espèce de capacité presque infinie à vivre dans des trucs contradictoires qui parfois ne rentrent pas dans l'espace 3D ou dans le temps linéaire, ou etc., et qui à la fois nourrissent ce qu'on arrive à faire rentrer dans l'espace et le temps. Donc je dirais, ça c'est peut-être ce que, pour l'instant en tout cas, les machines ne savent pas faire. Donc ça c'est la première chose. Et l'autre chose qui quand même nous caractérise, c'est cette espèce d'infini désir qui n'est jamais satisfait, d'où la nostalgie, mais qui est le truc qui nous pousse en avant. Et je pense qu'aujourd'hui, la fabrication numérique, c'est un des domaines dans lesquels cette question du désir est extrêmement puissante. Je crois qu'il y a un vrai désir par rapport à la matière, il y a un vrai désir aussi par rapport à sa relation à la computation, aux questions de l'automatisme, etc. Et que c'est une des pistes, pour moi, d'un renouveau de la poétique de l'architecture. Et là-dessus, AE5, donc j'ai débordé. Non, je pense que tu avais pris un peu de temps quand même, donc j'ai pris mon heure, donc c'est bon. Voilà, j'ai fini. Merci Antoine. Évidemment, tu n'as pas fait ce que j'attendais. Bah non. Désolé, mais il suffit la prochaine fois de me dire exactement ce que tu attends. Non, j'attends justement que tu Je suis comme le craftsman, si tu me dis je veux une tarte aux pommes, je fais une tarte aux pommes. Hein. J'attends évidemment qu'il y ait du désir et du plaisir à imaginer des situations nouvelles. Le moment est aux questions. La question la plus difficile est toujours la première. Allez-y. On va vous passer les micros. Voilà. Bonjour, la conférence était fort intéressante, on a vu passer beaucoup de choses. Je me demandais une chose sur la nostalgie. Oui. Tu en fais une dimension centrale, mais cette question du rapport avec la nature, ou de retrouver un lien entre l'esprit et la matière, etc., etc., est-ce que c'est une question de nostalgie ou c'est une question tout simplement ontologique? Quel est notre rapport avec la matière? Parce que des gens comme René Thom, Mandelbrot, qui en voudra, reviennent sur ces histoires qui sont des histoires très anciennes. Et on ne peut pas dire que la revisitation de ça dans le cours de l'histoire philosophique soit uniquement une histoire nostalgique, c'est une histoire de quelle est la réalité de notre rapport avec le monde, me semble-t-il. Oui, je ne suis pas en désaccord complet. Je pense simplement que la nostalgie, c'est la nostalgie par rapport à... Comment dire? C'est l'une des plus vieilles histoires de l'humanité, qui est la quête de l'unité perdue. Bien sûr,
Mais la nostalgie, elle naît du projet finalement de retrouver cette unité, tout en sachant très bien qu'on ne la retrouvera pas. Donc elle se nourrit finalement, un peu à la Sisyphe, elle se nourrit finalement du sentiment de l'impossibilité de la tâche. Mais ça ne concerne pas que le rapport à la matière. Par exemple, la nostalgie des néoclassiques, ce n'est pas une nostalgie de la matière, c'est une nostalgie d'une espèce de naïveté, de spontanéité créatrice qu'on n'obtiendra jamais. Un peu la vieille nostalgie des vieillards qu'on attribuait aux vieillards par rapport à la jeunesse et à l'enthousiasme de la jeunesse, comme si finalement, enfin chez Winkelmann c'est très net, comme si le monde était vraiment très vieux et que jamais plus il ne parviendrait à être enfant à nouveau. Et en fait, ça va déboucher sur quoi? C'est l'invention des avant-gardes. Les avant-gardes seront ces mouvements qui prétendront être à nouveau enfants. Et donc, ce n'est pas que la matière. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, comme par hasard, nous sommes dans une période, c'est un peu où la question du rapport à la matière est devenue centrale, parce qu'on nous a tellement répété que nous vivons dans une société de l'information qu'en fait, la question de la matière est devenue absolument centrale dans nos sociétés. Je mords personne. Hein. Ah, il y a une question au fond. Là-haut. Bonjour et merci. Est-ce que du coup vous pensez que la nostalgie, elle apparaît à mesure que la société d'aujourd'hui, d'une certaine manière, accentue un certain éloignement avec la matière, et donc on chercherait de retrouver cette unité perdue entre matière et esprit. Mais est-ce que du coup cette nostalgie, elle est à la fois moteur dans le champ technique, en même temps symptôme de peut-être un éloignement de cette unité? Enfin, est-ce que vous diriez qu'il y a une forme d'éloignement de la unité qui fait que la nostalgie est d'autant peut-être plus forte aujourd'hui? Non, je ne pense pas qu'elle soit plus forte aujourd'hui qu'à d'autres périodes. Je pense qu'elle est même plutôt moins violente que le trauma qu'a été l'industrialisation au XIXe siècle. Je pense que le vrai trauma est devant nous, c'est-à-dire lorsqu'on aura les effets du réchauffement climatique. Là, on risque d'avoir plus que de la nostalgie, mais on n'a pas pour l'instant encore, je dirais, la violence est plus limitée que la violence de la machine au XIXe siècle, et l'aliénation du travail, etc. Il ne faut pas oublier quand même que de Marx à Ruskin, il y a un effarement très profond qu'on n'a pas vraiment. Moi, l'impression que j'ai, si vous voulez, bon, alors on va faire un peu dans Philosophie 101, mais je pense que la nostalgie, elle est intrinsèquement humaine parce que être humain, c'est se dénaturer en partie pour inventer cette étrange fiction qui est qu'on est des êtres humains, pas des animaux, etc. Donc forcément, il y a toujours une nostalgie de l'unité perdue, du moment où les choses étaient ensemble, etc., etc. Donc on ne peut pas s'en départir. Alors, je pense par contre que le numérique, je pense qu'une des plus grosses bêtises dites sur le numérique que j'ai constamment pourfendu depuis 15 ans, c'est l'idée que le numérique dématérialise. Je pense que le numérique et le livre, en fait, l'argument du livre sur la matérialité, c'est que le numérique matérialise différemment. C'est-à-dire que l'expérience sensorielle du monde n'est pas la même. Les concepts que nous utilisons pour essayer de rendre compte de ce rapport au monde physique ne sont pas les mêmes. Donc le livre est en fait une réflexion autour de ça. Et avec l'argument fondamental, c'est de dire peut-être que le truc le plus profond qu'a fait le numérique dans le champ de l'architecture, etc., c'est de nous confronter à cette matérialisation différente. Et alors forcément, mais je dirais, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que l'architecture a toujours une dimension nostalgique parce qu'on vous a beaucoup rebattu les oreilles un peu partout sur le fait que l'architecture est une discipline. Mais l'architecture est au moins autant une tradition qu'une discipline, ce qui veut dire qu'à chaque génération, il y a des choses qu'on abandonne et il y a des choses qu'on garde. Une tradition, en fait, contrairement à ce qu'on croit, c'est au moins autant à propos du changement. Vous savez, c'est comme les héritages. Est-ce que je garde la commode de grand-mère ou est-ce que je la fous à la poubelle, etc., etc. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette?
Avec parfois, on va plonger dans les greniers et ressortir, par exemple, l'ornement qu'on avait laissé un peu dormir pendant un certain temps, enfin pas complètement, mais quand même. Et vous vous rendez compte qu'en fait, bon, bah, l'architecture, c'est pour ça qu'elle a cette espèce de rapport étrange à l'histoire, c'est qu'elle a besoin constamment de se dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette. Et du coup, bah, forcément, vous ne pouvez pas acheter la commode de grand-mère sans un petit pincement de cœur. Vous ne pouvez pas. Et l'architecture est finalement je dirais, par rapport au discours justement dominant du genre win-win, l'architecture n'est jamais un win-win, un gagnant-gagnant. Il y a toujours quelque chose de gagné, quelque chose de perdu. Il faut donc accepter que quelque chose soit perdu en architecture. Sinon, on ne fait pas de l'architecture, à mon sens. Et forcément, accepter de perdre quelque chose qui était intéressant, eh ben, c'est quelque chose de difficile. Merci. Oui, j'aurais aimé que vous reveniez sur quand vous avez évoqué la question qui est très ancienne de la disparition de l'architecte. Oui. Et que donc vous avez exprimé le fait que vous croyez peu en cette disparition. Et j'aurais aimé que vous argumentiez un peu plus. Qu'est-ce qui vous fait penser que l'architecte est si indispensable que ça? Si je pourrais vous faire une réponse à l'américaine, c'est l'architecte qui me paye pour leur enseigner, donc forcément, il faut que je leur dise qu'ils vont survivre. Mais non, plus profondément, je pense que tous les architectes ne vont pas survivre, pour être clair. Je pense aussi que dans votre génération, vous allez avoir un problème dramatique qu'aucune génération n'a connu au même point, qui est la question de l'obsolescence. Parce que vos savoir-faire sont tellement dépendants de la maîtrise d'une série d'outils numériques qui finalement évolue très vite, et à partir d'un certain moment, je dirais, vous allez évoluer moins vite que les outils, c'est quelque chose qui arrive. Donc là, en fait, moi je pense qu'il y a un vrai problème de gestion de la profession. Je pense par contre que le besoin d'une pensée un peu disruptive à la marge. L'architecture est un disrupteur à la marge. C'est-à-dire que ce n'est pas un gars qui fait la révolution, etc. Les architectes, en fait, sont quand même la plupart du temps des réacs cachés, mais qui sont un peu disruptifs. Et je pense qu'en fait, ça, il y a une place pour ça. Il y a une place pour voir différemment le monde, le penser différemment. Il y a une place aussi pour se poser la question, pour moi, la question de la matérialité, pourquoi elle est centrale? Parce qu'elle est liée pour moi à une autre chose, qui est l'habiter. Pour moi, je définis la matérialité comme une espèce de rapport, la façon dont nous nous définissons au travers de notre rapport à ce qui n'est pas nous, et notamment à ces masses inertes de béton, de briques, etc. Et il y a une question qui est celle de l'habiter qui me semble centrale, qui n'est pas une question uniquement de mètres carrés, etc. Donc je suis quand même relativement confiant, mais ça veut dire quand même que probablement le métier va devenir de plus en plus une question de stratégie et pas de tactique. À l'heure des big data, eh ben, il y aura des machines qui vous cracheront plus facilement de la façade borrominienne que même vous, si vous étudiez Borromini pendant 20 ans. Ou vous feront du Néo-Le Corbusier ou du Néo-Coulas, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez rentrer tous les projets de Coulas, y compris les non construits, etc., dans une machine, touillée. Vous avez des dispositifs de deep learning qui sont capables maintenant, etc. Mais sauf que Coulas n'est pas devenu Coulas en prenant tout le Corbusier, en le mettant dans une machine et en faisant tourner. Il faut toujours penser un peu de la disruption. Et je pense que c'est une des choses que les humains, pour l'instant, je dirais ce qui se passera en 2400 m'intéresse finalement assez peu, à la fois à titre personnel et au titre de la spéculation intellectuelle. Mais je dirais dans un avenir proche, je pense d'abord les formes d'intelligence artificielle généralistes sont encore très très embryonnaires. C'est-à-dire on aura effectivement très rapidement, je pense, des machines qui sont capables de vous cracher du Palladio. C'est d'ailleurs assez marrant parce qu'à l'époque postmoderne, il y avait des gars qui avaient déjà essayé de mettre Palladio en machine. Ça se met assez bien en machine, Palladio. Mais même des architectes plus compliqués. Vous pouvez imaginer ça. Mais par contre, faire autre chose, voir différemment, c'est ça pour l'instant. Et surtout, quand je dis habiter, c'est qu'est-ce qui a du sens pour nous?
Vous pouvez avoir une machine extrêmement sophistiquée à fournir des tas de combinaisons, mais laquelle fait sens pour vous? Et ça aussi, c'est quand même un des rôles de l'architecte. Donc je suis modérément optimiste, mais je suis plus inquiet globalement quand même sur l'organisation de la profession. C'est-à-dire que je pense que là, j'avais dirigé un numéro d'architectural design sur ces questions-là. Je pense qu'il y a un peu, il va y avoir un travail d'adaptation à faire. Je suis aussi plus inquiet sur ce qui va arriver avec le BIM, etc. Parce que je pense que là, il y a des questions professionnelles qui sont loin d'être simples. Et ce qui est quand même marrant, c'est qu'on n'en parle jamais dans les écoles. Ça, c'est un truc qui me sidère. De Harvard à l'EAVT, on parle très très peu de ces questions, alors qu'elles vont vous arriver dans la gueule à la vitesse d'un camion. Hein, hein? Oui, oui. Et ça, si vous voulez, c'est des vraies questions. Le numérique, sur les numériques, il y a déjà des trucs. Par exemple, moi, j'ai un collègue d'Harvard qui a une agence à Mumbai. Bon, ben, Mumbai, Harvard, c'est 20 heures d'avion. Et la raison pour laquelle il y a une agence à Mumbai et que ça se passe bien, il voyage, alors il est quand même dingue, il voyage une fois par mois, voire même 2 jusqu'à Mumbai, mais la raison pour laquelle il travaille, c'est forcément qu'il y a l'Internet. Il y a ce truc qui s'appelle l'Internet, le numérique, etc., etc. Donc le numérique, par exemple, a créé non seulement des méga-agences, mais des pratiques transcontinentales. Ce qui n'existait pratiquement pas avant. Le numérique a rendu possible, aujourd'hui, si vous voulez, des agences à la Foster qui passent le millier d'employés. Ce n'est pas le modèle dominant, mais c'est devenu relativement courant. Les agences qui font plus de 100 personnes, il y en a beaucoup dans le monde. Ça veut dire quand même des mutations professionnelles très très profondes. Et si vous voulez, ces questions-là, il faudrait se les poser à un moment. Et quid finalement aussi, parce que bon, vous êtes jeune, bon, moi je regarde avec un cynisme éprouvé, parce que quand même, grosso modo, bon, ma place au soleil est faite depuis longtemps, et c'est juste que le soleil décline, mais... si vous voulez, votre problème, ça va être de rester assez longtemps au soleil. Parce que c'est vrai que, si vous voulez, l'obsolescence est un vrai problème aujourd'hui, l'obsolescence des concepteurs. Dans un monde quand même, grosso modo, quand même, je dirais, si vous n'arrivez pas à être suffisamment haut dans la hiérarchie d'une grosse agence, ou de créer votre structure et de croître assez vite, c'est compliqué. Ce qui veut dire, ce qui repose, à mon sens, pour être clair, la question des débouchés autres de l'architecture. J'avais une question. Alors, merci pour la conférence. Je trouve qu'il y a quand même une légère ambiguïté entre... ah bon, vous avez trouvé, vous aussi? Oui. Entre ce que vous nous avez proposé sur le progrès, le numérique et l'avenir digital de la profession, et de l'autre, la réflexion qui était un peu furtive sur le réchauffement climatique. On arrive quand même à... Ah, c'est vrai, j'aurais pu rajouter ça, mais là, c'était une remise en cause quand même de... Pas une remise en cause, mais possibilité de remise en cause de tout cet enthousiasme au prisme de sa réalité dans l'avenir, de sa projection dans l'avenir, quand on voit les problèmes de ressources, les problèmes d'énergie, de climat qui sont à venir. Comment projetez-vous votre enthousiasme justement Je ne le projette pas du tout. Franchement, en 2100, je ne sais pas comment... Alors vous, même ça en 2050. Va. Non, mais je vais vous dire. Non, mais 2050, ça ira encore. Vous, le vrai problème, ce n'est pas vous allez vous en tirer à peu près, c'est vos enfants. Hein. Ça, il y a un vrai problème. Hein. Non, mais ça, bon, si vous voulez, dans d'autres cours que je fais, par exemple sur la Smart City, etc., on sait bien que le cloud aujourd'hui consomme plus d'énergie que toute l'aviation civile réunie. On sait bien qu'un iPhone consomme plus qu'un frigo sur l'année, etc. Non, on le sait très bien. Moi, mon discours, c'est de dire le numérique, c'est on ne peut plus faire sans. Mais il faut inventer les conditions d'une sobriété numérique. Ça, j'ai écrit des tas de trucs là-dessus, ça vous amuse. Mais avec dans l'idée finalement que le numérique, on vous a trop accoutumé à l'idée que c'était gratuit. Et que justement, le discours Silicon Valley, c'est gratuit, ça coûte rien. En fait, on sait qu'une recherche sur Google, ça revient à allumer une ampoule de, je crois que c'est 60 watts pendant 16 ou 17 secondes. Bon, quand vous voyez le nombre de recherches idiotes que vous faites sur Google dans la journée, moi y compris pour regarder la biographie des starlets que j'ai trouvée mignonne dans la sitcom dans laquelle je me suis avili à la fin de la journée, si vous voulez, vous vous dites, bonjour l'éclairage. Hein. Et là,
qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir apprendre plus de frugalité, mais ça veut dire aussi une réforme très profonde. Prenez l'usage immodéré du email, qui fait, prenez la spamification générale de l'humanité. Comment se fait-il qu'on apprend péniblement petit à petit à sortir de « je jette mon papier gras dans la rue » et qu'on jette ces papiers gras par millions, voire par milliards, sur le web sous forme de spam, si vous voulez, qui consomme quand même une quantité d'énergie absolument fondamentale. Donc on en sortira, mais c'est une réforme qui est compliquée à la fois collective et individuelle. C'est-à-dire, de même qu'on vous apprend aujourd'hui, essayer de mieux vous nourrir, de ne pas gaspiller, etc., il faudrait en fait vous apprendre pas à être sur votre ordinateur, même pas pendant des conférences passionnantes, etc. Et c'est presque une hygiène de vie et une morale de vie à réinventer. Sinon, j'en suis assez conscient. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne veut pas parler de tout. Hein. Je trouvais que c'était déjà assez dense comme gâteau, donc il ne fallait pas en rajouter, mais c'est vrai. Mais cela dit, bon, je dirais quand même, alors là où c'est quand même un peu inquiétant, c'est que pour l'instant, on va dans le mur. Et alors là, pour le coup, mon enthousiasme est très modéré parce que je dirais finalement, si vous voulez, le pari des Américains, pour l'instant, n'est pas plus absurde que le nôtre. Parce que c'est ça qui est dingue. Mais si vous voulez, si vous êtes un disciple de Trump aujourd'hui, vous dites, bon, intelligent, hein, vous dites le réchauffement climatique, ça existe, mais ça m'emmerde, et de toute façon, je veux continuer à consommer, fait chier, tout ça. Donc, grosso modo, tout ce qu'il y a à espérer, c'est que vers 2075, on trouve une solution technologique. Ce qui est de l'ordre, si vous voulez, de la foi du charbonnier la plus débridée. Mais nous, notre truc du genre, je ne vais pas jeter mon pot de yaourt, etc., et c'est à peu près aussi inefficace au niveau des enjeux de la planète. Donc, si vous voulez, le problème, c'est qu'à part un immense acte de foi dans le fait que soit il va se produire une réforme comportementale très grande, et que notamment la transition aussi démographique va se faire un peu plus tôt, etc., ou soit qu'on va trouver la technologie miracle vers 2075, pour l'instant, on est plutôt dans l'ordre de la foi du charbonnier, hein, sur le fait qu'on va franchir 2100 sans trop d'encombre. Ou alors, vous avez le calcul cynique, on va noyer tous les pauvres vers 2100, grosso modo, parce que c'est vrai que plus ils sont... C'est ça qui est bien pour l'instant dans le réchauffement climatique, ils respectent grosso modo les classes sociales. C'est comme sur le Titanic, si vous voulez, toutes les premières classes s'en sont tirées, tous les morts, en général, c'est la troisième classe. Donc, si vous voulez, c'est clair que le réchauffement climatique, pour l'instant, va quand même impacter massivement les pays les plus pauvres, les pays en transition économique, etc. Mais enfin, ça devient très, très cynique. La migration, oui, mais la migration est un faible prix, si vous voulez. Là aussi, c'est assez rigolo de voir les Américains qui freak out pour 5 000 ou 7 000 on dit rien. C'est un assez faible prix par rapport au fait d'être... je pense que les Américains ont plus de soucis à se faire, par exemple, au niveau du réchauffement climatique dans le sud américain, où là, c'est pas... et l'épuisement des nappes phréatiques, etc. Enfin, on ne peut pas parler de tout, hein. Bonjour. Bonjour. Donc le siècle passé a reçu le choc de l'industrialisation. Donc on a parlé de Neufert, oui. Même en cours, avec la voiture qui passait et qui créait des immeubles tous pareils. Et je voulais parler un peu de dans notre société actuelle et l'impact du numérique en parlant du BIM. Donc vous avez parlé de ça et je voulais savoir surtout l'impact de ce dernier sur notre production en tant qu'architecte. Et tout ce que ça allait produire. Alors, si vous voulez, le charme d'être historien, c'est de pouvoir regarder les gars qui bossent avec une certaine curiosité, comme des insectes. Alors, ils sont souvent mieux payés, mais d'un autre côté, vous les regardez un peu comme des insectes, c'est assez sympa. Et je veux dire, ce qui est quand même assez frappant, un truc dont on parle là aussi pas trop dans les écoles, c'est les questions de pouvoir. Alors, si vous voulez, quand même, ce qui définit quand même beaucoup une profession, c'est le pouvoir et l'argent. Bon, le BIM, le problème du BIM, c'est que ça repose la question du pouvoir. C'est qui décide quoi, qui détient les clés du coffre-fort informationnel du projet, etc. Qui finalement peut dire ça j'en veux pas, etc., etc.
Et ce qui est clair, c'est que le BIM, dans une situation, si vous voulez, où beaucoup de professions sont fragilisées, ou au moins doivent évoluer, il n'y a pas que les archis, hein, les ingénieurs se posent des tas de questions aujourd'hui. Hein. Vous allez dans des bureaux d'ingénierie, se posent des quantités de questions monstrueuses hein, sur ce que va devenir l'ingénierie, etc. Parce que l'ingénierie aussi, elle est impactée par tout ça. Et je dirais, le BIM, c'est grosso modo un truc dans lequel le gars qui va avoir le contrôle du BIM, il va avoir beaucoup de pouvoir. Donc, si vous voulez, ça rebat les cartes du pouvoir. Et du coup, ça va aussi rebattre la carte de la rémunération. Ça va rebattre toute une série de cartes. Donc, très clairement, c'est un enjeu de pouvoir. Et avec, en France, des partenaires assez différents qui s'agitent là-dessus, plus des nouveaux partenaires. Par exemple, c'est clair, la ville de Rennes, par exemple, c'est pas la seule. Il se trouve que je travaille avec eux un peu et Dassault Systèmes. Ils sont en train de... Un des grands trucs actuellement, par exemple, autour de la Smart City, c'est de pouvoir avoir des maquettes numériques de la ville dans lesquelles vous pouvez intégrer les définitions BIM des immeubles. Ce qui veut dire qu'à terme, il n'est pas impossible que les villes aussi aient leur mot à dire sur le BIM. Alors que pour l'instant, on se dit c'est essentiellement les entreprises, les maîtres d'ouvrage institutionnels suffisamment massifs, les architectes, les ingénieurs, etc. Vous vous rendez compte qu'en fait, c'est un champ de bataille. C'est un champ de bataille et qu'on ne sait pas qui va gagner. Ce n'est pas dit que ce soit les mêmes gens qui gagnent d'un pays à l'autre parce que la profession n'est pas organisée pareil. Les Américains n'ont pas, par exemple, les compagnies de construction géantes qu'on a. C'est organisé différemment. Les rapports architectes-ingénieurs ne sont pas les mêmes, etc. Mais oui, c'est une question. Mais ça fait partie, effectivement, des interrogations. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être la dernière. Non, ça fait... Ah oui. Oui, bonjour. Je vous remercie pour votre conférence. Je reviens un peu au numérique. Vous ne pensez pas que le numérique, bon, c'est vrai que c'est une intelligence qui manipule avec une rapidité inouïe parfois des données gigantesques, enfin le volume est gigantesque. En revanche, c'est une intelligence qui reste quand même pas consciente de son existence. Et par conséquent, elle peut laisser la place encore pour des décennies, des siècles peut-être, la place à tous ces architectes qui se posent, je pense, des questions sur le métier aujourd'hui. Alors des siècles, je ne sais pas, des décennies, c'est pas impossible. Oui, non, mais là-dessus, je suis assez d'accord. Hein, je suis quand même un gars de bon sens. Hein. Cela dit, bon, c'est un peu la question du test de Turing. Si vous arrivez à fabriquer une machine qui répond comme un être conscient, même si la machine n'est pas consciente, qu'appelle-t-on conscience? Et vous avez quand même de plus en plus de gens, je pense à Stéphane Dehaene et ces gens-là, qui font complètement exploser les visions traditionnelles de la conscience, etc. Donc on est quand même dans un champ en mutation. Je dis, c'est vrai, je pense que de toute façon, c'est ce que je disais à un moment, pour l'instant, les gars en intelligence artificielle, vous dites qu'on n'est pas capable de faire des intelligences artificielles intégrées, c'est-à-dire généralistes comme nous. On est quand même excessivement polyvalent et aucune machine aujourd'hui est capable de faire ça. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, une machine dans laquelle vous avez rentré tous les bâtiments du mouvement moderne et qui est capable de vous recréer. Elle peut quand même faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Si vous voulez, du coup, ça va mettre les ex-Uno sur la paille. Hein. Ça, j'ai pas pu m'empêcher. Bien. Merci Antoine. J'espère que, malgré cette vision parfois désespérée du progrès, tu ne vas pas désespérer cette jeunesse. Il y a plein d'espoir. Ne désespérez pas. Et merci encore.